Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Bonjour, chers auditeurs. Vous allez donc voir la vidéo numéro 6 du cours de philosophie grecque. Durant les 5 premières vidéos, nous étions avec le sophiste Gorgias et nous allons commencer maintenant donc à étudier le sophiste Hippias d'Élis. Donc, quelques mots sur cette Hippias d'Élis, sophiste également très connu grâce au dialogue de Platon. Nous allons en dire davantage tout à l'heure. Et d'abord, donc, quelques mots sur sa vie. Pour aujourd'hui, je pense que avec les témoignages assez abondants sur sa vie, nous aurons de quoi occuper le temps de ce cours. Et la prochaine fois, nous commencerons à voir les points essentiels de sa doctrine. Donc, la vie de ce Hippias, natif de Élis, qui est une petite cité du Péloponnèse, toute proche d'Olympie, où se déroulaient les fameux Jeux olympiques, et on va en parler bien sûr. Donc, il est né aux environs de 440. La date de sa mort, on ne la connaît pas exactement. Ce qui est certain, c'est que en 399, c'est-à-dire à la date du procès de Socrate, il était encore en vie. Donc, quand est-il mort, nous n'en savons rien, mais vous voyez qu'il a vécu au minimum 60 ans. Ce n'est pas tellement la longueur de sa vie qui nous intéresse en l'occurrence. Ce qu'il faut noter, donc, vu qu'il est né vers 440, c'est qu'il est beaucoup plus jeune que deux sophistes que nous avons vus dans l'ordre, Protagoras et Gorgias, lesquels ont 30 à 40 années de plus que lui, donc sont nés dans les toutes premières décennies du siècle. Donc beaucoup plus jeunes, mais finalement contemporains. Nous avons peu d'indications précises donc sur ces dates de naissance et de mort, mais nous avons quelques indications sur sa vie et nous allons les voir en commentant abondamment les témoignages que nous avons sur lui. Donc, ce que nous savons, et nous allons le voir en détail avec les témoignages, c'est qu'on a quelques traits caractéristiques de lui. Par exemple, on va le voir, qu'il fut choisi souvent par sa cité, et même parfois par d'autres, mais essentiellement par sa cité Élis, comme ambassadeur. En grec, on dit angelos, messager, mais c'est ce rôle-là. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qu'il dispensa des leçons publiques, des démonstrations de son art, comme le firent d'autres sophistes également, que les cours qu'il donna ensuite étaient très bien rémunérés, et enfin qu'il écrivit de très nombreux ouvrages, dont malheureusement il nous reste que de misérables fragments, mais suffisamment pour avoir quelques idées sur sa doctrine. Donc je reviens sur ces points avant d'étudier les textes, les témoignages. Donc ambassadeur de sa cité d'Élis, il le fut, comme d'autres, comme par exemple Gorgias et Protagoras. Donc il s'agissait de l'envoyer auprès d'autres cités grecques pour régler des litiges, pour des fois demander alliance et protection. Les leçons privées payées très cher, on les verra tout à l'heure. Quant aux nombreux ouvrages en tout domaine, je voudrais en dire quelques mots. Les témoignages à ce sujet sont incontestables. Donc, il écrivait des ouvrages sur les coutumes des peuples. Ce n'est pas nouveau, mais Hérodote l'avait fait avant lui et d'autres encore. Sur les lois et les cités. Alors là, j'insiste parce qu'on voit que cet homme s'est beaucoup intéressé à la législation. Sur les personnages illustres, sur des listes chronologiques, en particulier de vainqueurs olympiques, ça vous paraît peut-être léger, mais cela a une importance, on verra. Sur les étymologies, il n'est pas le seul sophiste à s'être intéressé à cela. Sur la nature, bien sûr, en tant que continuateur des premiers philosophes milésiens.
sur différentes constitutions, on revient à tout ce qui est législatif, sur les dieux, etc. Et on le verra aussi dans plusieurs témoignages, il fut ce que l'on appelle en grec un polymathès, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses. Donc, de tous ces ouvrages, nous n'avons pratiquement rien, mais nous avons certains titres que je voudrais signaler. Par exemple, on sait qu'il écrivit une élégie, c'est un poème consacré aux Messéniens. Les Messéniens, c'est une cité du Péloponnèse, aux enfants de Messéniens qui avaient péri dans un naufrage. On sait, on le verra, qu'il écrivit un dialogue fictif, bien sûr, entre le vieux Nestor, bien connu par l'Iliade, et le jeune Néoptolème, le fils d'Achille, où donc le vieux Nestor donnait des conseils au jeune Néoptolème. On sait donc qu'il écrivit également, je vous l'ai dit tout à l'heure, des listes de vainqueurs olympiques, ce qu'on appelle en grec des olympioniques. Voilà, donc sa vie et surtout, voyez, ses œuvres nous sont assez bien connues et nous allons le voir par les témoignages que je vais essayer de vous afficher et que nous allons étudier donc en détail pendant que j'essaie de vous les mettre. Donc, il y en a 7, vous verrez, que j'ai tiré de la collection Garnier-Flammarion consacrée aux sophistes. Et je les ai classés, vous le verrez, un peu différemment. Si mes textes veulent bien arriver sur l'écran, ça sera très bien, ça met un petit peu de temps. Je crois qu'ils arrivent. Première page, vous allez voir, voilà. Donc, vous lisez en haut, témoignages anciens sur la vie et l'œuvre d'Hippias. Vous avez des numéros que j'ai suivis, 2, 3, 4, etc. Et puis après, pour l'explication, je les ai numérotés autrement. Donc, nous allons suivre les numéros bleutés que j'ai faits, que je tâche de vous agrandir pour que vous les lisiez bien avec moi. Et donc, je commence par le témoignage 1 en bleu, tiré de Platon, l'apologie de Socrate. Vous verrez que sur les 7 témoignages que j'ai retenus, 5, si je ne me trompe, sont tirés de Platon. Donc Platon nous renseigne beaucoup, pas sur les circonstances de sa vie, mais sur la personne qu'était ce Hippias. Je lis le 1. Donc c'est Platon qui parle, pardon, c'est Socrate qui parle lors de son procès, à l'apologie. J'admets pourtant que c'est une belle chose que d'être en mesure de transmettre aux gens un enseignement, comme le font Gorgias de Léontinoi, que nous avons vu, Prodikos de Chéos, que nous verrons, et Hippias d'Élis. Oui, citoyens, chacun de ces personnages, ce sont donc 3 sophistes, est capable, en se rendant dans chacune de vos cités, de persuader les jeunes gens qui, sans rien payer, peuvent fréquenter celui de leurs concitoyens qu'ils désirent, de délaisser ces fréquentations pour les fréquenter eux en leur donnant de l'argent et en leur témoignant en plus de la reconnaissance. Donc, quelques mots sur ce premier témoignage. Nous avons là l'une des plus claires définitions du sophiste en général donnée par Platon. Donc, on peut dire, 1, ce sont des pédagogues d'une façon générale. Ces pédagogues sont itinérants. Vous voyez, chacun de ces personnages est capable, en se rendant dans chacune de vos cités, ils donnent un enseignement qu'ils font payer, les fréquenter en leur donnant de l'argent. Il ressort du texte qu'ils fascinent leurs disciples, et parce qu'ils les rendent évidemment capables de persuader leurs citoyens. Et la preuve, c'est que ceux-ci leur témoignent de la reconnaissance outre l'argent qu'ils leur versent. Donc, ce portrait, vous voyez, s'applique à Hippias, certes,
mais on peut dire s'applique à tous les sophistes. Donc, Hippias en fait partie. Ce n'est pas le plus important pour le moment. Mais je voudrais dire quelques mots sur cette fameuse faculté de persuasion. Regardez la deuxième partie du texte. Donc, il rend capable de persuader les jeunes gens. Ces jeunes gens pourraient, sans rien payer, fréquenter celui de leurs concitoyens qu'ils désirent, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert en sculpture, lui demander des conseils, expert en architecture, en médecine, etc., etc. Non. Donc, en fréquentant ces spécialistes, ils n'auraient rien à payer, ils apprendraient des choses. Le texte nous dit non, ils préfèrent fréquenter les sophistes, leur donner de l'argent, et en plus, ils en sont reconnaissants. Donc, ce sur quoi insiste ici Socrate, c'est que si les concitoyens de Socrate préfèrent fréquenter les sophistes que les différents spécialistes, c'est parce que les différents spécialistes leur apprendraient un véritable savoir, le leur, alors que les sophistes ne vont pas leur apprendre un véritable savoir, vont leur apprendre simplement à apprendre à persuader un auditoire. C'est évidemment ce que dénoncera Platon. Voyons maintenant donc à la suite le témoignage numéro 2, tiré de Platon toujours. Platon a écrit 2 dialogues sur Hippias, l'Hippias majeur que vous avez ici, et l'autre, c'est nous qui les appelons ainsi, Platon avait dit Hippias majeur et Hippias mineur. La différence entre les deux, c'est que le mineur est plus petit que le majeur. Bon, c'est tout, mais les deux sont très riches en renseignements sur Hippias. J'attire déjà votre attention sur l'ironie typiquement platonicienne qui se dégage de ce dialogue. Donc, c'est un dialogue, évidemment, où le personnage principal, c'est Socrate, et vous allez voir comment Socrate s'y prend pour flatter Hippias et l'amener à se vanter. Socrate, voici le bel et savant Hippias. Bien du temps a passé sans que tu ne nous rendes visite à Athènes. Hippias, le loisir m'en a manqué, Socrate, car chaque fois qu'Élise doit régler une affaire avec l'une ou l'autre des cités, c'est toujours moi que l'on choisit en premier, entre tous les citoyens, comme ambassadeur, en estimant que je suis le plus à même de juger et de transmettre les messages qui doivent l'être lors des échanges entre toutes ces cités. J'ai aussi souvent été envoyé en ambassade dans d'autres cités, mais le plus souvent à Lacédémone, donc autre nom de Sparte, pour y traiter à de nombreuses reprises de plusieurs affaires parmi les plus importantes. C'est là, pour répondre à ta question, ce qui m'empêche de venir fréquemment ici. Voici donc la suite de notre texte. Donc c'est Socrate qui lui répond. En haut à gauche, voilà assurément, Hippias, ce que c'est que d'être un véritable savant et un homme accompli. Et en effet, tu es également capable en privé d'obtenir énormément d'argent de jeunes gens à qui tu procures des avantages plus considérables encore que ceux que tu obtiens d'eux. Tout comme en public, tu es capable de bien servir ta propre cité, comme il convient de le faire pour ne pas mériter le mépris, mais pour être célèbre auprès du grand nombre. Continuons, on est toujours dans le même dialogue. Hippias lui répond, Socrate, tu n'as pas la moindre idée des réussites en la matière, car si tu savais combien d'argent j'ai moi-même gagné, tu en serais émerveillé. Un exemple parmi d'autres. Je me rendais une fois en Sicile, où séjournait Protagoras, qui était célèbre et âgé, et moi qui étais beaucoup plus jeune. J'en ai, en très peu de temps, gagné plus de 150 mines. Je vais revenir sur ce chiffre astronomique tout à l'heure. Donc, en Sicile, j'en ai en peu de temps gagné plus de 150 mines
dont plus de 20 dans un petit village du nom d'Inikos. Je rentrai chez moi avec cette somme et l'offris à mon père, qui, comme les autres citoyens, fut émerveillé et stupéfait. Et j'ai gagné plus d'argent que n'importe laquelle des paires de sophistes que tu voudras. Donc, attardons-nous un moment sur ce passage. Je vous disais, voyez que Platon se livre à l'un de ses sports favoris quand il met en scène des sophistes, c'est l'ironie terrible. Donc, je reviens en arrière. Voilà, vous voyez déjà l'éloge par lequel commence Socrate, le bel et savant Hippias, etc. Aussitôt, l'autre lui dit, mais j'ai tellement de travail, le loisir m'a pas permis de venir à Athènes, etc. Donc, vous voyez comme il se vante, c'est moi qu'on choisit en premier, voilà. J'ai souvent été envoyé en ambassade un peu partout, mais surtout à Sparte, pour y régler des affaires importantes, etc. Vous voyez déjà comment Socrate a réussi à l'amener ce qu'il voulait à se vanter. Et donc, Socrate continue de la même façon en le louant. Voilà ce que c'est d'être un véritable savant, un homme accompli, etc. Tu es capable d'avoir beaucoup d'argent. L'autre ne demande pas mieux et lui dit, tu n'as pas la moindre idée de mes réussites, si tu savais combien d'argent j'ai gagné. Bon, donc la technique de Platon pour ridiculiser le sophiste, elle est ici parfaitement à l'œuvre, pas besoin d'insister davantage. Il veut, c'est évident, montrer en Hippias un sot, un homme infatué de lui-même qui s'enorgueillit absolument de tous ses talents. Mais derrière, on voit tout de même la véritable vie d'Hippias et des sophistes en général. On voit, donc, ce qui est une réalité, qu'ils ont souvent été employés comme ambassadeurs par leur cité parce que précisément, on avait confiance en leur capacité pour convaincre la cité où on les envoyait. On voit également que ce sont des hommes qui aiment donner des conférences qui leur permettent ensuite de gagner de l'argent. Et venons-en donc ici en bas aux fameuses 150 mines qu'il dit avoir gagnées, vous voyez le passage, en Sicile en très peu de temps, dont 20 d'ailleurs dans un petit village d'Inikos, dont on ignore la localisation, peu importe. Mais gardons les 150 mines qu'il dit avoir gagnées. Faisons quelques calculs. Une mine, qui est une unité de compte, comme si je dis 1 million d'euros, nous n'avons pas des billets d'1 million d'euros. Donc, une mine, unité de compte, vaut 100 drachmes. Une mine, 100 drachmes. Une drachme, c'est le salaire moyen quotidien d'un artisan qualifié à Athènes au 5e siècle. Une mine, 100 drachmes, une drachme, salaire moyen quotidien d'un artisan. Faisons un petit calcul. Il dit qu'il a gagné 150 mines. Je multiplie 150 mines par 100 drachmes. J'arrive à 15 000 drachmes. Voilà donc ce qu'a gagné un peu de temps, dit-il, notre Hippias en Sicile. 15 000 drachmes. Pour rapporter cela au salaire d'un artisan, je divise 15 000 par 365, j'arrive à 41 années. Autrement dit, les 15 000 drachmes qu'a gagné Hippias en peu de temps en Sicile, cela équivaut à une bonne quarantaine d'années de la vie d'un artisan, soit pratiquement à toute la vie d'un artisan. On pourrait citer d'autres sophistes. Alors, mettons les choses au point. Il est fort possible que notre Hippias exagère un peu. Un peu. Parce que si on compare avec l'argent que donnait un très riche Callias, celui chez lequel était descendu, par exemple, Protagoras, on l'avait vu, bon, il ne payait pas 150 mines, comme le dit ici Hippias. Mais enfin,
Si on rogne un peu sur l'exagération, on a tout de même une réalité. Ces gens-là gagnaient beaucoup d'argent. Vous vous rappelez peut-être qu'à propos de Protagoras, cela me revient en mémoire actuellement, il avait tellement gagné qu'il avait pu se faire une statue en or. Et lui aussi, donc, évidemment, s'en était vanté. Donc, c'est un petit peu un jeu entre eux, à qui gagnera le plus. Voilà. Je passe maintenant au témoignage suivant, donc le témoignage numéro 4 dans ma liste que j'ai donc mis ici en bleu, le temps que je le retrouve, pardon. Alors, un petit peu d'hésitation de ma part pour le retrouver et nous allons quand même y arriver. Voilà. Donc, il est tiré lui aussi de Platon, Hippias mineur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux dialogues, le majeur et le mineur. Et donc, de nouveau, un dialogue entre Socrate, bien entendu, et Hippias. Mais dis donc, Hippias, n'es-tu pas habile en calcul et dans la technique de calcul? Il va s'agir, vous voyez, d'autre chose, mais une autre spécialité parmi tant d'autres d'Hippias. Bien plus habile que n'importe qui d'autre, Socrate. Si donc quelqu'un te demandait quel nombre correspond à 3 fois 700, ne pourrais-tu pas dire le résultat exact si tu voulais bien plus rapidement et mieux que n'importe qui d'autre? Sans aucun doute. Et cela parce que tu es en même temps le plus capable et le plus savant en ce domaine, n'est-ce pas? Oui. Tu es en tout cas le plus savant de tous les hommes dans la plupart des savoirs. Vous voyez comment la flatterie abonde pour faire cracher, si l'on peut dire, la vanité d'Hippias. Donc, le plus savant dans la plupart des savoirs. Comme je t'ai moi-même entendu t'en vanter une fois, en énumérant la quantité admirable de tes compétences sur la place publique, près des comptoirs des banquiers. Tu affirmais que tu étais venu une fois à Olympie, vous voyez, toujours à l'occasion des Jeux Olympiques, n'ayant sur toi que des choses que tu avais toi-même fabriquées. Alors, il va énumérer. L'anneau que tu avais, d'abord, c'est par là que tu commençais, c'était ton œuvre, car tu savais ciseler un anneau, nous sommes en haut à droite, il était aussi ton cachet, puis ton étrille. L'étrille, c'est parce qu'il devait faire du sport, et comme tous ceux qui faisaient du sport, ils soignaient, ils mettaient de l'huile sur leur corps, et en faisant du sport, on se roulait dans le sable. Après, il fallait nettoyer tout ça. Donc, vous imaginez une sorte de faucille. Enfin, on voit ça, on en voit des fois dans les musées grecs, une petite faucille qui racle la peau. Donc, il s'était fabriqué son étrille et son flacon d'huile. Je reprends mon texte, on écrit ton flacon, que tu avais fait toi-même. Et c'est encore toi-même, tu disais, qui avait fabriqué tes chaussures et tissé ton manteau comme ta tunique. Mais ce qui parut à tout le monde vraiment surprenant et qui rendit manifeste ta compétence exceptionnelle, ce fut d'affirmer que la ceinture de la tunique que tu avais était identique aux plus somptueuses de celles qu'on trouve en Perse, et que celle-là aussi, tu l'avais tissée toi-même. Voilà pour les fabrications matérielles. Tu arrivais en outre avec des poèmes épiques, tragiques et dithyrambiques, et beaucoup d'autres discours en prose composés dans tous les genres possibles. Et quant au savoir, dont je viens justement de te parler, tu soutenais avoir une connaissance bien supérieure que les autres, tout comme dans le domaine des rythmes et des harmonies musicales et de la grammaire, mais encore dans beaucoup d'autres domaines dont je crois me souvenir, et il arrive à une nouvelle spécialité, la mnémotechnie, bien sûr, qui m'échappait. C'est dans cette technique que tu te considères
comme le plus illustre, mais je crois que j'oublie encore bien d'autres choses. Donc, quelques mots là-dessus. Vous voyez qu'il était d'abord question de la façon de calculer. Je reviens un petit peu, voilà. J'avais souligné, je crois, quelque part le terme. Donc, voilà, ici en 9A, pardon, que j'arrive à remettre le texte, voilà, calculer, voilà, par exemple, 3 fois 700, etc. Donc, c'est ce que les Grecs appelaient logistiquer. C'est assez amusant parce que la logistique est entrée dans le vocabulaire, mais voilà, logistiquer, à proprement parler, c'est donc le calcul mental. Donc, notre Hippias dit, mais bon, je suis là un champion, je calcule beaucoup plus vite que tout le monde. Et donc, c'est peut-être à partir de cela que la tradition a ensuite exagéré, enfin, nous n'en savons rien, en faisant d'Hippias un mathématicien et un géomètre. Mais, vous voyez, si Platon le présente ici en dialogue avec Socrate comme spécialiste, c'est que cela devait correspondre tout de même à une réalité. Il y a ensuite la multiplicité des compétences. Je disais tout à l'heure qu'il était un polymathès, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Et donc, je ne reprends pas tout le texte, mais il est parti, vous voyez, sur les compétences matérielles, bon, ce qui paraît un peu étonnant de la part d'un sophiste, mais finalement, c'est la spécialité d'Hippias que d'être capable non seulement d'apprendre la rhétorique, mais d'être capable, si vous voulez, de se chausser, s'habiller, voilà, des pieds à la tête jusqu'à son anneau, son étrille, etc., son flacon. Et enfin, la fameuse mnémotechnie, donc des procédés pour retenir les choses. Donc voilà ce texte intéressant avec, on a retrouvé évidemment les exagérations et l'ironie platonicienne. Nous allons maintenant tâcher de voir le texte numéro 5, toujours dans ma numérotation. Le voici, Hippias majeur, Socrate. Mais alors, dis-moi de quoi, et là c'est démonien, t'écoute parler avec plaisir et en t'applaudissant. Dis-le-moi toi-même, puisque je ne peux le découvrir. Des généalogies, Socrate, de celles des héros comme de celles des hommes, de la fondation et de la manière dont furent instituées les premières cités. D'une manière générale, c'est de ce qui se rapporte aux origines qu'ils aiment entendre parler, si bien que j'ai dû, à cause d'eux, apprendre par cœur toutes ces choses et y consacrer mes efforts. Il est heureux pour toi, Hippias, oui, par Zeus, qu'il ne se plaise pas à entendre la liste de nos archontes. Les archontes sont les magistrats principaux d'Athènes, depuis l'époque de Solon, donc en remontant 2 siècles en arrière, sans quoi tu aurais eu bien de la peine à l'apprendre par cœur. Et pourquoi, Socrate? Il me suffit de les entendre une seule fois pour me souvenir de 50 noms. Tu dis vrai, c'est que j'oubliais que tu possèdes l'art de la mémoire. On a vu tout à l'heure. Et du coup, je comprends que le lacédémonien se réjouisse vraisemblablement de trouver en toi quelqu'un qui sait toutes sortes de choses et qu'il se serve de toi, notez la suite, comme les enfants des vieilles femmes pour entendre raconter de plaisants mythes. L'autre n'a pas vu l'ironie. Eh oui, Socrate par Zeus. Et j'ai récemment obtenu un grand succès auprès d'eux en leur expliquant quelles sont les belles occupations auxquelles doit se consacrer un jeune homme. J'ai composé sur ce sujet un superbe discours qui, entre autres qualités, se distingue par le choix des mots. Le contexte et le début de ce discours sont à peu près les suivants. À la suite de la prise de Troie,
Le discours relate comment Néoptolème, je vous le disais tout à l'heure, le jeune fils d'Achille, interroge Nestor, donc le vieux Nestor, sur le compte des belles occupations auxquelles un jeune homme qui voudrait devenir célèbre devrait se consacrer. C'est à quoi Nestor répond en lui décrivant une foule de conduites parfaitement belles. J'ai prononcé ce discours là-bas et je suis sur le point de le faire ici, dans 3 jours, ici à Athènes, dans la salle de cours de Philostrate, où je prononcerai encore bien d'autres choses dignes d'être entendues. C'est Oedikos qui m'y a invité. Donc, on retrouve ici essentiellement notre ambassadeur, donc Hippias, auprès des Lacédémoniens, et il nous dit une des spécialités que les Lacédémoniens aimaient, ce sont les fameuses généalogies. Alors, ça peut paraître superflu, léger, mais dans le monde antique, c'était très important, parce que les généalogies qui font remonter une cité, un peuple, donc le plus loin possible, sont en quelque sorte des lettres de noblesse, des garanties pour ensuite négocier. Dans le même ordre d'idées, il était question, vous l'avez vu, de l'histoire des fondations, des cités. Donc, qui a fondé une cité? Comment cela a été fait? Depuis l'origine, je veux dire, des recherches historiques par les Grecs, il y a eu ces fameuses fondations des cités. On revient pour une cité aux lettres de noblesse pour un individu. Les cités étaient curieuses, en effet, de connaître leur plus antique passé. Donc, nos Lacédémoniens étaient friands de cela. Je passe maintenant donc à un autre témoignage, le numéro 6, donc tiré de Apulée. Vous voyez, cet Apulée est un auteur du IIe siècle de notre ère, et dans cet ouvrage, donc, il reprend un certain nombre de choses. Bon, vous allez voir qu'il n'ajoute pas grand-chose à ce qu'on savait déjà. Je prends à partir de là. Donc, deuxième siècle après notre ère, autrement dit, environ 6 siècles après Hippias et 6 siècles après le témoignage de Platon. On va voir qu'il reprend finalement des choses que Platon a dites en y ajoutant un peu. Hippias comptait parmi les sophistes et il les surpassait tous par la multitude de ses talents. Et il n'était inférieur à personne en matière d'éloquence. Il était contemporain de Socrate, on l'a vu. Socrate, je vous rappelle, né vers 470, notre Hippias vers 440, et il avait Élis pour patrie. Sa famille est inconnue, mais sa gloire est considérable. Sa fortune était médiocre, mais son esprit remarquable, sa mémoire extraordinaire, ses études nombreuses, et il eut de multiples rivaux. Et il reprend l'histoire des chaussures, des habits, etc. Cet Hippias dont je parle se rendit un jour à Pise. Donc Pise, c'est une cité toute proche d'Olympie. Donc souvent, quand on dit les Jeux olympiques, on dit Pise, tellement elles sont proches. Durant les Jeux olympiques, il se présenta dans un costume qui n'était pas moins admirable à la vue que remarquable dans sa facture. De tout ce qu'il portait sur lui, rien n'avait été acheté. Il avait tout fait de ses mains, les habits dont il était vêtu, les chaussures qu'il portait, ainsi que les bijoux qui attiraient sur lui les regards. Il portait à même le corps un gilet à triple fil du tissu le plus fin, qui avait été, voyez, un peu plus de détails, 2 fois teint de pourpre et qu'il avait tissé chez lui de ses propres mains. Il avait pour ceinture un baudrier brodé à la manière babylonienne, en différentes couleurs. Et pour cet ouvrage non plus, personne ne l'avait aidé. Au-dessus, il portait comme vêtement un manteau blanc jeté sur les épaules, un manteau dont on disait, pardon, j'ai perdu mon texte, un manteau dont on disait qu'il l'avait également fabriqué. Tout comme il avait fabriqué les sandales qu'il portait à ses pieds et l'anneau d'or avec son cachet finement ciselé qu'il faisait admirer à sa main gauche. C'est lui-même qui en avait arrondi le concours, enfermé l'ouverture et sculpté la pierre. Et je n'ai pas encore fini.
je ne dois pas hésiter à énumérer tout ce qu'il n'hésitait pas à montrer, puisque devant cette vaste assemblée, il prétendit qu'il avait également fabriqué lui-même la fiole à l'huile qu'il portait. Elle avait la forme d'une lentille, comme une sphère aplatie, et son contour était régulier. Et à côté d'elle, il portait un délicat petit strigile, dont le manche était droit et la langue arrondie et creusée de rainures, de telle façon que la main qui le tienne fermement et que la sueur s'écoule depuis la lame. Qui pourrait ne pas admirer un homme qui possède la science de tant d'art, un homme qui a acquis tant de gloire dans tous les domaines, un homme si ingénieux et si habile à forger tant d'instruments, Louis Hippias, etc., je m'en charge moi-même. Donc, voilà, Apulée, vous voyez, qui peut-être en a rajouté sur ce qu'il avait puisé, sans doute, chez Platon. Et je vous lis maintenant le dernier texte, en bleu, le numéro 7, tiré de Philostrate, donc encore un auteur du IIe siècle de notre ère, Vie des sophistes. Le sophiste Hippias d'Élis avait encore déjà vieux une mémoire si puissante qu'il pouvait répéter 50 noms dans l'ordre même où il les avait entendus une seule fois. On l'a vu tout à l'heure, les fameux 50 noms. Dans ses conférences, il traitait de géométrie, d'astronomie, de musique, de métrique. Il parlait également de peinture et de sculpture. Cela dans d'autres lieux. Mais à Sparte, il s'occupait de généalogie, de colonies, c'est-à-dire de fondation de colonies, d'affaires, car les Lacédémoniens, qui voulaient surtout dominer, aimaient ce genre de discours. Il y a aussi un dialogue troyen, dont voici l'argument, on l'a vu tout à l'heure. Nestor, une fois prise, suggère à Néoptolème, fils d'Achille, ce qu'il doit faire pour obtenir la réputation d'un homme courageux. Chargé d'ambassade plus souvent que tout autre grec pour la cité d'Élis, non seulement il ne lui arriva jamais de diminuer sa réputation avec ses discours ou dans les entretiens, mais il parvint à acquérir énormément d'argent, énormément de biens, et il fut inscrit dans les tribus de petites et grandes cités. Vous comprenez, il fut fait citoyen d'honneur. Il alla aussi pour s'enrichir à Inikos, une petite ville de Sicile, que Platon évoque ironiquement dans le Gorgias. Pour le reste du temps, tenu à grand honneur, il charmait la Grèce à Olympie avec des discours brillants et bien élaborés. Il n'avait pas un style rhétorique aussi, bon, etc. Donc, je termine là-dessus. Vous voyez que également Philostrate a puisé dans ses sources principales Platon et d'autres contemporains de Gorgias. Et donc, je voudrais conclure sur notre Gorgias, dont nous venons de voir les témoignages, les différents témoignages donc cités dans nos textes. Ils concordent tous, ces témoignages, et évidemment, chez Platon, c'est l'ironie qui domine. Mais derrière l'ironie, on a vu qu'il y avait des choses réelles. Un historien moderne de la philosophie, enfin, du siècle dernier, si vous voulez, a ainsi qualifié Gorgias. Je voudrais vous lire sa qualification. Avec Gorgias, dit-il, nous avons une sorte de pic de la mirandole antique. Il se flatte de tout savoir et de pratiquer tous les métiers. Bon, Rivaux, donc historien de la philosophie, résume au fond les portraits ironiques qu'a fait de lui Platon, mais nous allons voir par la suite que Hippias valait beaucoup mieux que les caricatures qu'en a faites Platon. C'est ce que nous verrons donc dans le prochain cours en entrant dans les points principaux de sa doctrine. Je vous remercie de votre attention et je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois de nouveau avec Hippias en examinant des points très intéressants, je dirais même très nouveaux, de sa doctrine.